Sodern et l'Institut de physique du globe ont commencé à développer dans les années 90 un sismomètre pour des applications spatiales. L'IPGP apportait alors son expertise de la sismologie et le principe du sismomètre, tandis que Sodern apportait ses connaissances des micromécanismes, des techniques du vide et des technologies spatiales. Ça s'est concrétisé pour une première fois en 1995 par la réalisation d'un sismomètre pour la mission Mars 96, donc une mission russe. Malheureusement, la mission avait échoué. La fusée avait terminé au milieu de l'océan Pacifique et ça avait été une grosse déception pour l'ensemble des équipes. Le travail entre l'IPGP et Sodern s'est poursuivi durant les années 90 et 2000 avec des candidatures à différentes missions européennes, toujours pour de l'exploration du système solaire. En 2012, nous nous sommes alliés avec le CNES pour répondre à une mission du programme Discovery d'exploration du système solaire de la NASA. On était alors en concurrence avec différents projets au niveau mondial et on a été retenu. Ça a été une grande fierté et il est vrai qu'on était quand même un petit peu impressionnés devant l'ampleur des défis qui nous attendaient. Le premier challenge de ce projet, et qui a conditionné tous les autres, c'était le délai imparti. Car entre le moment où la NASA nous a sélectionnés et la date de livraison initialement prévue, il y avait moins de 2 ans. Et même si nous pouvions nous appuyer sur les projets passés et l'expérience que nous en avions, il restait énormément d'éléments à concevoir. Comme les capteurs sismiques ont besoin d'un vide poussé pour fonctionner, notre défi consistait à créer une enveloppe hermétique autour d'eux et à maintenir pendant 3 ans une pression inférieure au centième de millibar. Cela demande déjà une préparation minutieuse des matériaux, en les chauffant à plus de 100 degrés pour éliminer toute trace d'eau. Pour faire face aux contraintes extrêmes de la mission, en masse et température allant jusqu'à moins 110 degrés, nous avons dû employer des technologies de pointe telles que la soudure laser de pièces titane ou le queusotage pour sceller la sphère. Et comme certains éléments n'existaient pas dans l'industrie, nous avons dû entièrement les développer. Un autre challenge était la miniaturisation. Il faut bien avoir en tête que contrairement à un sismomètre terrestre, celui que l'on envoie sur Mars doit être extrêmement petit et robuste. En effet, il doit être suffisamment léger pour faire le voyage jusqu'à Mars et tenir les performances demandées, et robuste pour résister aux environnements extrêmes de la planète Mars. Chaque pièce de l'instrument doit pouvoir résister à une accélération de 100 G, soit 100 fois son poids. Pour vous donner un exemple, un pilote de chasse expérimenté ne peut dépasser 9 G. C'est à notre connaissance la première fois dans l'histoire qu'un système aussi sensible a été conçu pour un transfert spatial. En plus d'être miniaturisés et robustes, nos mécanismes sont capables de réaliser et mesurer d'infimes déplacements. Pour vous donner un ordre d'idée, le plus petit de ces déplacements est de 68 nanomètres, ce qui est environ 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et nous sommes allés au-delà, puisque le sismomètre dans son ensemble peut mesurer des déplacements de l'ordre du diamètre d'un atome d'hydrogène. Pour moi, la principale difficulté était d'ordre personnel. Étant le principal intégrateur sur le projet, j'avais énormément de pression sur les épaules. C'était plutôt positif. Une personne de la NASA m'avait même dit « David travaille beaucoup mieux avec beaucoup de pression ». Techniquement, pour moi, l'intégration la plus difficile était le cœur du système. On pouvait vérifier son fonctionnement qu'après avoir intégré l'ensemble des sous-systèmes. La moindre petite erreur nous faisait perdre des mois de travail. En 2012, on s'est mis au travail pour relever tous ces défis. La première étape a été de constituer une équipe avec des profils différents, donc des profils expérimentés, des profils plus jeunes, en tout une quinzaine de personnes. On s'est constitué finalement comme un projet assez classique, mais on savait, comme on était une équipe passionnée et resserrée, on savait que chacun irait au-delà de son périmètre habituel pour répondre aux difficultés qui étaient face à nous. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toute cette équipe qui a fait preuve d'une implication exceptionnelle pendant toutes ces années, avec énormément d'idées qui surgissaient à chacune de nos réunions. En 2015, notamment au travers d'une batterie d'essais ayant eu lieu au CNES, nous avons constaté des difficultés d'étanchéité de la sphère. Nous avons compris que le délai était finalement trop court pour résoudre tous les challenges de ce projet. Sur les projets spatiaux, ça arrive assez fréquemment dans la mesure où, travaillant au-delà de l'état de l'art, il est assez difficile de prédire le temps nécessaire. La NASA a donc décidé de reporter le lancement de la mission à la fenêtre de tir suivante, c'est-à-dire en 2018. Ce délai supplémentaire nous a permis, avec nos partenaires, la NASA, le CNES, l'IPGP, de traiter tous les risques résiduels qui restaient sur le cœur de l'instrument. Pour ça, nous avons travaillé ensemble de manière très intégrée, avec des équipes ultra motivées, et petit à petit,
toutes les difficultés ont été surmontées. Enfin, en 2017, nous avons livré la sphère au CNES, qui a ensuite convoyé l'instrument aux États-Unis pour qu'il soit intégré sur l'atterrisseur. Maintenant, j'ai beaucoup appris avec l'ensemble des équipes, notamment la NASA. La plupart de mes idées étaient prises en compte, ce qui est très enrichissant pour moi. Je suis vraiment très fier d'envoyer ce bébé sur Mars. C'est un peu comme toucher Mars du bout des doigts. Et ça rend mes enfants très fiers, ma femme aussi. InSight a été un projet passionnant à plusieurs titres. De l'innovation en permanence, un travail avec la NASA humainement très instructif et surtout une formidable ambiance dans l'équipe qui a permis de surmonter tous les obstacles. Mais pour moi, ce projet est l'aboutissement de dizaines d'années de travail sur différents modèles de sismomètres et je suis fier d'avoir pu contribuer à cette mission. Ce qui m'a vraiment plu sur ce projet, ça a été de collaborer avec une équipe internationale, puisqu'on a travaillé avec des Suisses, des Allemands et bien sûr la NASA. Très peu de personnes en Europe ont l'opportunité de travailler sur des missions martiennes et je suis très heureux d'avoir eu cette chance. J'ai intégré l'équipe dès le début du projet en 2012. C'était très enrichissant, j'ai beaucoup appris, bien au-delà de mon domaine de compétences habituel. C'est arrivé quand Curiosity faisait ses premiers tours de roue sur Mars et j'étais très excité à l'idée de moi aussi participer à une nouvelle aventure martienne. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point l'équipe était emportée par l'enjeu du projet. On savait que la réussite de la mission était suspendue à notre réussite. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué, qui nous a apporté à la fois une grande fierté et une certaine pression tout au long du projet. Par ailleurs, ce que je retiens, c'est aussi la chance d'avoir pu participer à une mission d'exploration du système solaire qui contribue à faire avancer la science. Et ça, c'est quelque chose que peu de personnes au monde ont la chance de pouvoir faire. Je retiendrai deux grandes satisfactions de ce projet. La première, c'est d'avoir contribué à une mission d'exploration du système solaire. C'est un rêve qui se concrétise, car en tant qu'astronome amateur, c'est l'espace qui me passionne. Et la prochaine fois que j'observerai Mars depuis mon télescope avec ma fille, je serai très fier de pouvoir lui montrer que sur la planète se trouve un instrument auquel j'ai contribué. Et ça, c'est indescriptible. La seconde satisfaction, c'est d'avoir travaillé avec des gens ultra motivés qui ne vivaient pas ce projet comme du travail, mais comme une passion. Et ça, c'est très communicatif.